Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue pour ce 24e webinaire. Donc, parlons savoir et faire de l'Institut pour les savoir-faire français. On attend que tout le monde se connecte, donc on va laisser un peu le temps, encore 5 minutes, et puis on commencera aux alentours de 11h, 11h05. Voilà. À tout de suite. Je suis figée, vous m'entendez? Oui, Mais je suis figée là. ouais, vous êtes figé, ouais. Enfin, tu es figé. Ou alors c'est que t'es très forte pour ne pas bouger. Ah, c'est bon là. Ça y est. Eh bien, il est 11h05, donc on va commencer maintenant, et puis les personnes nous rejoindront au fil de ce webinaire. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Vous pouvez me confirmer que tout est bien visible, Loane, Carole et Dorothée? Oui, tout est bon. Super. Alors, comme je vous disais, bienvenue à toutes et tous pour cette 24e édition des webinaires Parlons savoir et faire de l'Institut pour les savoir-faire français. Donc, nous sommes devenus l'Institut pour les savoir-faire français le 21 mars dernier. Nous sommes l'ancien INMA pour ceux qui se posent la question. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le sujet suivant: comment valoriser ces stocks dormants en réponse à la loi AGEC entre sources de créativité et d'opportunités. Pour quelques éléments de contexte, donc aujourd'hui, l'Institut a créé un service qui est le service Savoir et Faire Conseil. C'est un service qui a pour mission d'accompagner les entreprises de savoir-faire d'exception, de métiers d'art et des patrimoines vivants face à leurs défis de croissance et aux transformations sociétales et environnementales. Et pour ce faire, l'Institut a constitué un réseau de partenaires agréés avec qui nous collaborons pour créer des offres sur mesure et répondre à vos problématiques, qu'il s'agisse d'optimisation de la production, de développement commercial et international, de communication, design de marque, formation, transmission, en conseil juridique et également en management. Et donc, dans ce réseau de partenaires, nous faisons intervenir aujourd'hui Carole Debris, donc fondatrice de Commitment,
qui est présente, et également Dorothée Barthélémy, qui est avocate et fondatrice du cabinet Barthélémy Law. Et nous accueillons également Lohan Jian, pardon, qui est designer textile et fondateur Studio Lohan et qui est également résident au JAD, donc au Jardin des métiers d'art et design situé à Sèvres. Donc, merci à nos 3 intervenants de participer à ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui traiter du sujet suivant. Donc, comment réinventer vos stocks dormants et répondre à la loi AGEC. Donc, comment utiliser vos matières délaissées et en faire des sources de créativité et d'opportunités. En effet, il est courant pour des entreprises fabricantes de posséder des stocks dormants ou des chutes de matières premières qui ne font pas l'objet d'une revalorisation, que ce soit des vêtements défectueux, des prototypes, des tissus identitaires, des pieds gauche ou droit, ou même des paires, des collections capsules obsolètes, du mobilier qui a déjà été utilisé, des sets de design des vitrines du passé qui s'accumulent dans les entrepôts. Il existe maintes exemples de ces sujets. Et donc aujourd'hui, nos 3 intervenants vont vous présenter les enjeux stratégiques et juridiques portés par l'utilisation et la protection de ces stocks. Donc je vais laisser la parole à Carole Debris, qui va nous présenter Commitment. Bonjour à tous. Donc, Commitment, le matchmaker créatif de l'économie circulaire. Donc, je suis Carole. J'ai 20 ans d'expérience dans le secteur de la mode et du luxe en France et à l'international. Donc, j'ai commencé mon parcours il y a quelques années déjà et j'ai travaillé donc pour des marques de luxe. J'ai fondé Commitment grâce à l'Institut français de la mode en 2020, le 1er février 2020. Donc pourquoi cette création de Commitment? J'ai eu 3 constats dans ma vie. Le premier constat, c'est en 2005, une prise de conscience des enjeux stratégiques des surstocks de marques. En effet, j'ai été confrontée à la destruction d'un stock d'une marque parce qu'on n'était plus autorisé à vendre les produits. On n'avait pas de solution alternative et donc la marque, le fabricant a dû détruire, pour des raisons d'autorisation aussi de désirabilité de la marque, ce stock. Et c'est à ce moment-là que j'assiste impuissante à la destruction de cette marchandise. Et la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, n'existe pas en 2005. Donc ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat, pourquoi j'ai créé Commitment, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans une économie linéaire et on est voué à pousser l'économie circulaire, à essayer de trouver des solutions en tant que marque, en tant que fabricant, des solutions d'économie circulaire. Et un Carole, peut-être qu'on peut revenir simplement sur le contexte, sur la loi AGEC. Donc, qu'est-ce que la loi AGEC? La loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage qui a été promulguée en février 2020 pour favoriser une économie circulaire qui s'articule sur 4 axes: le recyclage, le réemploi, la réutilisation et la réparation. Donc, elle incite à sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et au final, mieux produire. Je vous laisse la parole, Carole. Alors du coup, c'est un troisième constat, c'est cette loi AGEC. Alors la slide suivante, c'est une nouvelle réglementation. Donc cette loi AGEC, on va la voir plus tard, mais elle a 5 points de clé, cette loi. Il faut aujourd'hui gérer ces déchets et ces invendus, ces stocks problématiques. Cette loi AGEC, elle pousse les marques, les fabricants, les entreprises à aller vers cette économie circulaire. Les marques aujourd'hui ont une responsabilité, notamment environnementale, et elles doivent trouver des solutions. Cette loi AGEC, elle pousse aussi à la transparence, à la traçabilité. Donc aujourd'hui, il y a des startups comme la mienne qui permettent cette transparence et cette traçabilité. Et les marques aujourd'hui doivent s'adapter face à des nouvelles stratégies et construire un nouveau business model. Donc moi, mon but avec Commitment, ma raison d'être, c'est de trouver des solutions en repensant la fin de vie,
en prolongeant la filière et la chaîne de création de valeur et en réinventant la filière mode et luxe, les industries créatives. Donc là, notre mission, être matchmaker de l'économie circulaire des industries créatives, c'est-à-dire trouver la solution innovante, esthétique, artistique ou artisanale sur mesure qui va vous permettre de transformer et revaloriser, alors je dis vos déchets, vos stocks dormants, sans les détruire. Donc ça peut être à la fois des produits finis, des chutes de matière, et donc on va identifier le partenaire technique et créatif capable de transformer ces résidus en gisement de nouveaux trésors à des fins peut-être commercialisables, culturelles ou en pièces uniques ou en série limitée. Alors, Dorothée, peut-être que vous pouvez présenter les activités de Barthélemy.lo et votre rôle auprès de l'Institut pour les savoir-faire français. Alors, bonjour à tous et merci de m'avoir fait participer. Merci Carole pour cette intervention et merci Loane pour l'éclairage précieux que tu apporteras dans quelques instants sur cette problématique de revalorisation. Alors, en quoi on s'inscrit, nous, dans cette mission valeureuse de transformation des matières mortes? Eh bien, on va être un petit peu l'outil juridique entre l'intermédiaire que peut être Commitment Fashion, l'entreprise qui sera la détentrice de cette matière morte ou de ces déchets ou de cette matière inutilisable. On verra un petit peu plus tard en quoi ça s'articule sur le plan contractuel. Et la main d'or, l'artisan ou le métier d'art que représente Loane aujourd'hui, qui va un peu magnifier tout ça. Et notre mission se justifie par l'expertise dont on dispose en matière de propriété intellectuelle, plus précisément sur le terrain des marques, des dessins modèles et du droit d'auteur, puisque précisément la création qui va être mise en forme à travers ce partenariat tripartite va nécessairement faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur et va mettre en jeu un certain nombre de droits concurrents au sens positif du terme, que sont la marque de l'entreprise d'une part, l'objet de la transformation d'autre part, et le nom de l'intermédiaire qui aura permis que tout cela se réalise, enfin. Donc les domaines d'intervention du cabinet correspondent à cette application de la loi AGEC, puisqu'on intervient dans le domaine du luxe et de l'art, de la restauration, de la mode. Comment est-ce qu'on est venu à s'intéresser aux artisans et aux métiers d'art et à devenir partenaire de l'Institut pour les savoir-faire français? C'est un peu à l'image de ce que décrivait Carole en 2005, mais 15 ans plus tard, au moment du Covid, une prise de conscience de dire, finalement, on conseille ceux qui sont des sachants, la plupart du temps, puisque ce sont des entreprises qui détiennent des départements dits de propriété intellectuelle et qui ont ce savoir-faire en interne. En revanche, ceux qui créent, ceux qui transmettent ce savoir-faire, qui le détiennent, ont souvent peu ou pas du tout connaissance des méthodes de protection dont ils pourraient bénéficier à la fois sur le terrain du droit privatif et sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire. Donc l'idée du cabinet, c'était justement de dire, allons au plus proche de cette population, allons faire des formations en région, intéressons-les à ce sujet, parce qu'au premier titre, ils vont être concernés, notamment lorsqu'ils vont contractualiser avec ces entreprises, justement, en l'occurrence, dans l'hypothèse de la transformation des matières mortes. Merci Dorothée. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être en dire un peu plus sur votre partenariat avec l'Institut? Alors, il est très riche et je m'en réjouis parce qu'il permet plusieurs choses. D'abord, il permet d'être au contact des savoir-faire d'exception par l'organisation de petits déjeuners dédiés ou de webinars. Donc, j'ai participé à un certain nombre d'événements grâce à l'Institut.
J'accompagne par ailleurs, par le biais de l'Institut, les occupants des jardins des arts et du design. Et là aussi, c'est une forte valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un retour sur le terrain de toute la problématique des artisans et des métiers d'art. Et on arrive, à travers une espèce de mosaïque qu'on construit soi-même, à avoir conscience des problèmes pratiques qu'ils vivent au quotidien lorsqu'ils sont approchés pour un partenariat, sollicités pour une remise d'échantillons ou pour un travail de recherche. Et il y a tout un tas de questions vraiment basiques qui se posent et qui ne sont pas résolues, et ne l'étant pas, laissent en l'état des frustrations. Donc l'idée du cabinet, c'est de dire, voilà, avec des petits moyens, des petites astuces, une boîte à outils, on va dire, on va arriver à construire un partenariat qui soit respectueux de chacune des parties, et en particulier des artisans et des métiers d'art, puisque c'est cette approche-là qu'on a choisi d'avoir en devenant partenaire de l'Institut. Merci Dorothée. Alors Carole, je vais vous redonner la parole sur cette slide qui est la vôtre, et pour que vous nous expliquiez plus concrètement comment vous accompagnez les entreprises vers justement le réemploi, la revalorisation des stocks. Donc je vous laisse la parole là-dessus. En fait, au départ, on aurait pu lancer une énième solution d'upcycling et rejoindre le rang des acteurs de cet écosystème tentaculaire. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et en fait, nous, on a choisi de marier les marques entre elles, les fabricants d'un côté, avec des artisans, des artistes, des ingénieurs et des designers engagés de l'autre. Et donc, nous sommes un peu là, une passerelle inexistante à tous ces acteurs. En fait, vous êtes fabricant ou vous êtes une marque, vous n'avez pas forcément la connaissance d'un ingénieur matière qui va pouvoir vous transformer cette matière. Et donc, nous, au départ, avec Commitment, on identifie la matière que vous avez en stock, vos chutes, vos produits finis. On identifie cette matière et on va essayer on va analyser vos codes, votre ADN, votre identité, votre actualité, vos besoins. Et par rapport à tout ça, on va vous proposer une solution sur mesure qui va être esthétique, artistique, artisanale, qui va revaloriser ce stock dormant, mais qui va être réintégré chez vous en interne. Parce qu'en fait, on ne va pas nourrir une autre marque ou une autre industrie, on va réintégrer les stocks que vous avez produits, les déchets que vous avez, ils vont être réintégrés en interne. Et donc, on va vous proposer un concept clé en main, une solution 100% adaptée. Et ensuite, on revient sur la slide précédente, on va identifier le partenaire technique et créatif qui va être capable de faire cette transformation. Parce que Commitment, c'est le matchmaker créatif. On crée le concept, mais ensuite, on a besoin d'acteurs tels que Studio Loan pour réussir cette transformation. Et enfin, on va coopter ou piloter le projet, le développement du projet jusqu'à vos souhaits, c'est-à-dire peut-être jusqu'à une mise en récit. Donc, vous avez une problématique de stock, une problématique de matière, on crée le concept, la solution idéale, on fait appel à notre écosystème et ensuite, on mène à bien le projet jusqu'à la fin. Et donc, évidemment, il y a des bénéfices pour nos clients, c'est-à-dire le client, la marque, le fabricant, la société qui a du stock. Vous avez un bénéfice budgétaire puisque vous allez économiser des coûts de stockage. Vous avez votre entrepôt, il y a ces matières qui sont pas utilisables, ça prend de la place et ça prend ça coûte de l'argent. Un bénéfice réglementaire puisque vous allez répondre à cette fameuse loi AGEC, un bénéfice fiscal parce que en fait dans notre proposition il peut y avoir de la transformation créative, mais aussi on va essayer de répondre 100%, donc peut-être que on va faire des donations et que ces donations vont vous permettre une défiscalisation. Donc finalement on essaie ça va vous rapporter ça va être un apport financier.
en quatrième, en quatrième bénéfice, puisque on va vous trouver des solutions et puis que ce stock dormant transformé, bah, peut-être qu'il va être commercialisable et que ça va être porteur d'un bénéfice financier. Ensuite, il est culturel parce que vous allez gérer bah, de nouveaux objets artistiques, artisanaux, qui vont pouvoir être peut-être vendus ou montrés, exposés. Un bénéfice marque employeur parce que ça permet aussi d'entraîner les employés, vos employés, que vos employés soient fiers que bah, la marque, l'entreprise, le fabricant ait de belles initiatives liées à la RSE et un bénéfice de réputation puisque vous communiquez ou pas sur vos transformations, mais si vous communiquez, ça permet d'avoir un impact positif sur votre image. Voilà, donc ça, c'était les bénéfices. Et aussi, on essaye d'évangéliser les étudiants à travers des séminaires où on explique cette économie circulaire à des étudiants et parfois on fait appel bah, des entreprises, des fabricants, des marques qui ont du stock et on coach les élèves sur des workshops sur plusieurs jours pour elles aillent loin dans une analyse de code de marque, de besoins de société et donc en les coachant, en les poussant vers la solution idéale, on permet aux sociétés d'avoir du concret, des prototypes réalisés par des étudiants dans des écoles. Donc tout ça, c'est plusieurs solutions de commitment. On travaille en direct avec les entreprises, les marques, les fabricants. On a besoin de cet écosystème de fabricants et c'est pour ça on est adhérent à l'Institut des savoir-faire français et aussi on travaille avec les écoles qui permettent aux marques, aux fabricants bah, d'avoir tout de suite des prototypes et de nouvelles idées, de nouvelles destinations à ces matières délaissées. Et par exemple, donc on travaille en ce moment sur un prototype d'œuvre d'art. On est en train d'élaborer ce prototype. Donc, c'est des pots de cuir identitaires d'une marque de luxe. Et on est en train de créer une œuvre d'art aidée donc, par Studio Loane et des élèves de Modart qui sont devenus des artistes. Et donc, cette œuvre d'art, si elle est validée par la marque de luxe, va être réintégrée dans une des boutiques de la marque. Et donc, l'intérêt pour les artistes qui travaillent sur ce projet, c'est que souvent, les marques ne parlent pas forcément des artisans, des ingénieurs matières qui vont travailler sur un sujet de revalorisation. Et ben, Commitment, en revanche, va communiquer sur ces acteurs qui sont parfois pas mis en valeur ou on ne communique pas dessus. Et nous, avec l'accord de la marque, eh bien, on met en avant ces artistes, on met en avant ces artisans qui travaillent sur le projet. Et j'ai un autre exemple là de création qu'on a faite parce que donc on s'adapte vraiment à tous les acteurs. On a travaillé avec dernièrement avec le Secours populaire de février à avril où on a revalorisé des stocks de produits finis bleu, blanc, rouge aux couleurs de l'association. Ces pièces ne pouvaient pas être redonnées à l'association aux bénéficiaires. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a transformées avec des élèves aussi pour les revaloriser avec notamment le thème de la broderie. Donc, on a fait intervenir des brodeurs. On a complètement transformé ces pièces qui étaient destinées à un défilé qui a eu lieu à la caserne. Et ensuite, il y a une vente caritative et tous les dons tout l'argent récolté de cette vente a été réintégré au Secours populaire. Donc en fait, Commitment travaille avec des acteurs variés, mais toujours au sein de toutes les industries, des industries créatives. Merci Carole. Alors moi, j'aimerais, Dorothée, de vous demander de revenir sur la loi AGEC plus précisément, de nous éclairer sur les différentes règles juridiques à prendre en compte dans les types de collaboration que énonce Carole et également sur cette loi AGEC. Alors,
la loi AGEC, je pense que vous avez rappelé tout à l'heure, Joanne, les grands axes qui nous intéressent aujourd'hui. Les conséquences sur le plan juridique, ça va être comment articuler les contributions de chacun, comment les qualifier et comment organiser la cession des droits. Dans l'exemple qui a été donné par Carole sur le nombre d'élèves qui ont été sollicités pour créer une œuvre dite collective ou de collaboration en fonction de la personne qui en aura l'initiative ou qui sera à l'origine de sa création. Là, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est Commitment qui, après l'expertise qu'ils ont décrit, définit avec l'entreprise l'œuvre en question et l'esprit qu'elle aura ou que l'entreprise voudra lui donner. Plusieurs personnes vont concourir à la réalisation de cette œuvre. Et donc, il va falloir faire ce qu'on appelle des cessions de droits en cascade, parce que bien souvent, l'entreprise requiert le bénéfice de l'exploitation de l'œuvre pour l'exposer, pour la vendre. Et c'est un petit peu ce qu'a décrit Carole dans le slide concernant les bénéfices de l'exploitation des matières mortes. Donc c'est comme ça qu'on intervient, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on va placer le curseur entre le moment où l'œuvre va être définitive et ce qu'on va pouvoir autoriser ou conserver en tant que contributeur dans le rapport avec l'entreprise qui est le bénéficiaire final. Parce que il y a forcément au cours du processus créatif des idées qui viennent, qui peuvent être exploitées pour d'autres objectifs et qu'il faut réserver pour cette exploitation-là. Et en même temps, savoir concéder les droits les plus étendus possibles sur l'œuvre définitive telle qu'elle a été figée. Donc voilà, ça va être tout l'enjeu c'est pas un rapport de force parce que le terme est négatif, mais il faut nécessairement une cession de droit pour l'entreprise. Là, je réponds à une question qui a été posée. Mais dans quelle mesure et sur quelle portée, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard quand on fera intervenir les trois acteurs. Oui, alors je me permets d'intervenir pour ce qui est des questions, évidemment, donc je ne vous l'ai pas dit au début, mais on y répondra à la fin de ce webinaire, donc on laisse 15 minutes de temps d'échange pour répondre à vos questions. Je me permettrai moi-même de les sélectionner à la fin et d'y répondre avec nos intervenants. Et Dorothée, donc j'avais une question, c'était quel est l'intérêt donc pour Commitment en tant que matchmaker? L'intérêt de Commitment, il me paraît moi évident et très bien exposé par Carole, c'est-à-dire que ça va être la cheville ouvrière de cette transformation de matière morte, c'est-à-dire qu'il y a une expertise qui n'est pas seulement une mise en relation des entreprises avec des artisans et des métiers d'art, mais qui est également une forme de scan de l'entreprise, de ses matières mortes, de son ADN, comme ça a été rappelé. Savoir quelles peuvent être ses ambitions, que même l'entreprise n'est pas forcément capable de qualifier ab initio, et arriver justement en discutant avec elle et avec les autres acteurs qu'elle connaît dans l'artisanat, les métiers d'art et les savoir-faire d'excellence, à proposer quelque chose que l'entreprise n'aurait jamais imaginé. Donc pour ça, ça a un côté assez magique, parce que je trouve qu'en plus de la finalité vertueuse de la loi AGEC, on est carrément dans le domaine artistique et dans une image de l'entreprise qu'on va donner qui vient vraiment de l'intervention de Commitment aux côtés de l'artisan et du métier d'art, et pas l'image originaire de l'entreprise. Et après, on n'est pas que dans l'objet artistique, on peut être aussi dans des objets qui pourraient être commercialisables au sein d'une marque, ou des objets qui vont être réintégrés pour les employés, par exemple.
Mais en tout cas, les créations, évidemment que l'artiste, il y a un collectif commitment où il peut céder ses créations et qui sont après cédées à la marque, parce que si vous êtes une grande marque, vous allez parfois vous réapproprier la création de l'artiste. Donc, vous diriez aussi que Commitment a un rôle d'intermédiaire entre les marques d'une part et les artisans ou artistes de l'autre. Exactement. De protection aussi. Très bien. Alors, on va laisser la parole à Loane Gian, alors, si j'arrive à passer, qui va pouvoir présenter sa collaboration donc, avec Commitment et nous présenter également les perspectives que cette collaboration lui a offertes. Loane, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Carole de m'avoir invité à partager mon expérience. Merci également à Joanne et à Dorothée. J'ai vraiment aimé l'expression de cheville ouvrière. Je ne connaissais pas et je trouve que c'est vraiment cohérent avec ce que fait Carole. Alors pour me présenter, moi je suis designer cuir basé à Paris. J'ai créé mon entreprise il y a environ 3 ans avec un très fort bagage textile puisque j'ai réalisé en fait toutes mes études à Olivier de Serres en passant par un BTS, un DSA métier d'art, en travaillant le cuir en autodidacte et puis en terminant par un master en partenariat avec le comité Colbert, donc qui réunit toutes les maisons de luxe et en travaillant bien évidemment avec ces maisons. Studio Lohan, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une cellule d'ennoblissement du cuir, tout simplement. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en fait, dans le travail du cuir, il y avait beaucoup de savoir-faire qui était mis en place sur la surface du cuir, sur le traitement en surface à l'horizontale, mais pas souvent sur les techniques d'assemblage. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient développées, il n'y avait pas beaucoup d'innovation en fait, sur ces procédés. Mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Alors moi, j'aime beaucoup travailler des matières qui sont très petites, comme le bijou. Je travaille le cuir de façon modulaire. Et donc aujourd'hui, le studio Lohan, c'est un studio qui a pour vocation de réaliser des projets sur mesure en fonction de ses clients, en répondant à des problématiques d'assemblage technique. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Donc ça va vraiment Lohan, en fait des défis. Oui, Joanne, je t'écoute. Que représente Commitment pour vous? Ah, ça représente beaucoup, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, en étant en étant sur une rampe de lancement, donc en tant que tout jeune designer, avoir Commitment à mes côtés, ça apporte beaucoup de positifs sur beaucoup d'aspects. C'est-à-dire qu'en fait, les positions de Commitment auprès des maisons de luxe, ça représente pour nous une belle opportunité en tant qu'apporteur d'affaires, et également en tant que chef de projet, donc upcycling et matchmaker, qui nous challenge, nous, mais aussi nos savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la manière d'un bureau de conseil, donc Carole, en tant que chef de projet donc sur des projets, assure vraiment le pilotage entre les artisans, entre la maison, entre parfois les ingénieurs, entre les personnes qui réalisent le marketing, ce qui nous laisse, nous, en tant que créateurs, une plus grande liberté. Donc, ça nous permet de souffler également. Et ce qui est bien, c'est que Carole, parfois, quand on se perd également tôt en tant que créateur, elle permet vraiment de nous aiguiller, de nous positionner pour répondre au mieux à la demande du client et assurer la passerelle entre tous les acteurs, puisque parfois, on peut rapidement être une dizaine d'acteurs sur un seul et même projet, sur un seul et même produit. Voilà. Et on ne parle pas après des acteurs qui sont internes à la maison. Là, on parle vraiment d'acteurs qui correspondent seulement à la création du processus. Voilà, et en fait, ça nous assure également une très belle visibilité sur les réseaux, ce qui n'est pas souvent le cas dans le milieu du luxe, puisque c'est vrai qu'on, la plupart du temps, on signe comme des contrats de collaboration, mais avec une visibilité qui est à zéro, puisqu'on ne peut pas communiquer en tant que fournisseur. Alors c'est normal, les maisons de luxe protègent leurs fournisseurs, elles protègent leurs pépites, elles protègent les personnes qu'elles trouvent, mais non, en tant qu'artisan, en tant que créateur, il faut également qu'on soit à même de pouvoir être visible tout simplement, de pouvoir montrer notre travail, et ça, c'est un peu compliqué.
D'accord. Là, Merci, c'est- Loane. Et j'ai encore une question à poser à Loane. Donc, est-ce que la notion d'upcycling, elle est présente chez les artisans et les designers aujourd'hui, de ton Oui, point de oui, vue? oui, oui. La notion d'upcycling a toujours été présente, puisqu'en fait, d'un côté économique et pratique, que ce soit dans tous les métiers d'art, en joaillerie, en design aussi pour les architectes, en tant que maroquinier, en tant que verrier, les chutes vont nous servir. Elles vont nous servir des bibliothèques de matière, elles vont nous servir à rappeler parfois des fournisseurs, à rappeler des contacts pour travailler à partir d'une matière. Et en fait, pour nous, bah, ça va être un véritable trésor. Et en tant qu'artisan, on ne jette pas, on garde tout. Donc ça, c'est très obsessionnel. Il faut qu'on ait de l'espace aussi pour garder toutes ces belles matières. Donc, servir à la fois pour de nouveaux prototypes, de base pour des développements, comme je l'ai dit, mais également d'inspiration pour de nouveaux projets, puisque parfois, quand on voyage, on achète des matériaux, et ces matériaux, bon, on ne peut pas les retrouver très rapidement. Donc, ça va être vraiment notre petit trésor. Euh, voilà. Donc oui, c'est présent depuis le début. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, vous direz donc qu'il existe une réelle démarche commune entre Commitment et Studio Loane? Oui, 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 oui. Comment dire, le processus créatif est vraiment les mêmes, puisqu'en fait, il faut savoir qu'en travaillant avec les stocks dormants, tu l'as évoqué au début, Carole, les stocks dormants sont vraiment très aléatoires. Ils peuvent être à toutes les échelles possibles. C'est-à-dire qu'on peut, Carole peut à la fois recueillir des grandes surfaces, des petites surfaces, de toutes les matières possibles et imaginables, du cuir, du tissu, du coton, du carton, ça dépend. Et donc, en fait, il faut que cette démarche, elle soit adaptée euh, à cette échelle. C'est-à-dire que moi, je travaille de façon modulaire, donc sur des toutes petites surfaces, et ça correspond en tout point à ce que propose Carole. Donc, je n'aurais pas besoin forcément de grandes surfaces, ce qui n'aurait pas été cohérent. Je travaille des petites surfaces, comme vous pouvez voir sur la photo, qui sont des découpes de modules de moins de 0,5 mm. Donc, ça correspond comment dire, à des déchets, enfin, comment dire, ça correspond euh, à des stocks qui peuvent être très aléatoires. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, Après, on voilà, voilà, s'adapte. voilà. Donc c'est vraiment des stocks. Oui. Là, en l'occurrence, Commitment était sur des petites matières, mais après, on s'adapte aussi à des stocks qui sont plus importants. Et peut-être qu'on peut parler de authentique Mhm. matériel. En fait, le Commitment donc aussi aide l'artisan, t'as aidé Loane dans bah, l'étude de la marque au préalable, l'étude des codes de la Mhm. marque et l'étude de tout ce storytelling qui va être énoncé pour la marque dans la création d'un nouveau produit. On t'oriente dans la création. Oui, 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 oui. Oui, énormément, énormément. C'est vrai que le projet avec Authentic Material, c'est un projet très Peut-être voir intéressant, la slide. Oui, puisqu'en est-ce que tu pourrais nous en parler de ce projet, C'est après. Loane? Voilà. oui. Alors, le projet avec Authentic Material, en fait, il fait vraiment écho au travail que je réalise et écho avec aussi la mission de Commitment, puisqu'en fait, ce sont également des fournisseurs pour l'industrie du luxe. Ce sont des fournisseurs, en fait, qui n'avaient pas forcément une ADN qui était très établie. Et donc, le rôle avec Commitment, en fait, ça a été c'est de créer, comment dire, un objet un peu totem, un objet un peu ADN, mais avec une certaine sensibilité, puisqu'en fait, ce sont des fournisseurs, des ingénieurs qui revalorisent le cuir avec un processus en fait de thermopression sans liant, donc super écologique, ça c'est vraiment top. Euh, et donc en fait, le lien, comment dire, le but, ça va vraiment être comment dire, le but de Carole sur ce projet, ça a été vraiment en fait de déceler la sensibilité dans ma démarche, puisque c'est vrai que comment dire ça, euh, ce qui est On a vraiment eu. intéressant en fait chez Authentic Material, c'est que Authentic en fait, il valorise le cuir comme une nouvelle valeur refuge, euh, comme une valeur refuge en fait, comme ce que pourrait être l'or. Donc l'or qui est vraiment une des matières refuges en cas de crise. Et donc Authentic Material a un peu la même démarche.
ce qui m'a vraiment intéressé quand Carole m'a parlé en fait de ce projet. Et donc l'idée, comment... c'était le cuir dans tous ses états, parce que d'un côté, Authentique revalorise le cuir d'une certaine manière avec un nouveau matériau. Loane revalorise le cuir de manière très minutieuse avec le serti avec de l'or. Et on sait, donc on a essayé de faire fusionner les deux. À travers la création, la créativité et respecter les codes d'Authentique Matériel. Donc c'était ça l'idée de Commitment au départ, c'était de trouver un artisan, un artiste qui correspondent aux valeurs d'Authentique Matériel et représenter une identité à Authentique. Et donc, du coup, Studio Loane on travaille en tripartite pour réaliser un projet. Merci Carole, merci Loane. Alors, je vais redonner la parole à Dorothée. Dorothée, donc on parle de collaboration avec des grandes marques. Il est évident que la politique du secret des marques entre en jeu dans ce type de collaboration. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet, Dorothée? Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre des forces, et en tout cas, je milite pour ça, même si c'est pas facile à entendre pour certaines marques. Ce que disait Loane était très juste. L'objet des collaborations que propose Commitment, c'est également une ouverture sur d'autres projets, sur d'autres marchés, et ça passe nécessairement par une forme de publicité. Et la publicité, à mon sens, est une reconnaissance du savoir-faire de l'artisan auquel on a eu recours et grâce auquel la marque a pu transformer ces matières mortes, les valoriser. Donc, il faut un peu de doigté, un peu de psychologie, de sensibilité de tous les côtés pour faire en sorte que le partenariat tripartite soit gagnant-gagnant, même si j'aime pas cette expression, entre les intermédiaires spécialisés, donc que sont Commitment, les entreprises ou les maisons de luxe qui sont désireuses de valoriser leurs matières dormantes, et les mains qui sont à l'œuvre pour cette collaboration tripartite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme intérêt respectif? Côté artisan et métier d'art, la commande de l'entreprise passe par l'intermédiaire qui est leur interlocuteur privilégié. Donc là, il y a déjà techniquement un savoir-faire contractuel à mettre en place, parce que souvent, c'est Commitment qui va endosser, on va dire, des engagements au nom de l'artisan. Enfin, je pense que c'est comme ça, Carole, tu m'arrêtes si je me trompe, et qui va donc avoir un peu le rôle de mandataire et d'interlocuteur de l'artisan. La création va être encadrée par un certain nombre de prérequis, le délai, le cahier des charges, la matière, les inspirations souhaitées, qui soient déterminées par l'entreprise ou par l'intermédiaire. Et outre la rémunération perçue, c'est sûr que c'est le nerf de la guerre, le partenariat doit absolument être source de publicité, de respect de la création et d'ouverture vers d'autres marchés porteurs. Et c'est là-dessus qu'il faut que les trois acteurs mènent une réflexion intense. C'est que certes, la marque pour laquelle on travaille peut avoir une notoriété telle qu'il y a un désir de confidentialité absolue qui doit être respecté, mais je pense que même une marque ultra notoire aurait à gagner à faire valoir une collaboration avec un artisan qu'on est allé sourcer justement parce qu'il fait écho à cette marque-là. Et je pense que tout le monde serait gagnant si on avançait dans ce sens-là. Ça, c'est côté artisan et métier d'art. Côté entreprise et maison de luxe, bien sûr, le respect d'un cahier des charges. Ce sont des entreprises qui, en général, ont des guidelines qui sont très contraignantes et coercitives, à juste titre, parce que leur marque est le gage d'une qualité, d'un savoir-faire, d'un respect d'un certain nombre de modalités de fabrication. Évidemment, des livrables conformes aux attentes.
c'est-à-dire, si nécessaire, le passage par plusieurs prototypes qui vont être testés pour que le produit final convienne parfaitement aux attentes de l'entreprise, et une exploitation la plus souple possible, avec le souci de la confidentialité et de l'exclusivité. Alors, exploitation la plus souple, c'est je vais vouloir exploiter le produit transformé, alors quelquefois commercialement, Carole l'a dit, et si je vois que ça marche, finalement le contrat c'est quelque chose d'évolutif, je vais avoir envie de continuer ou de proposer une autre version, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que le contrat prévoie cette possibilité, mais aussi, et c'est le pendant, à mon sens, de la possibilité de décliner l'objet, le fait de revenir vers l'artisan ou vers le métier d'art en renégociant les droits pour cette déclinaison. Et non pas que le produit d'origine qu'on pourrait décliner dans tous les sens. Ensuite, la confidentialité et l'exclusivité. Confidentialité, oui, mais je dois quand même avoir conscience que j'ai intérêt à communiquer sur le nom de l'artisan auquel j'ai recours et qu'il a, lui, vraiment intérêt à pouvoir faire de la publicité sur ce partenariat dans des formes qui sont respectueuses des conditions requises par la marque, mais faire une publicité quand même. Et l'exclusivité, pourquoi pas? Parce que si ça a très bien marché de part et d'autre, pourquoi est-ce qu'on ne concevrait pas un engagement limité dans le temps d'exclusivité entre l'artisan d'un côté et l'entreprise de l'autre, en disant on a très bien fonctionné ensemble, on n'a pas envie que vous alliez travailler pour le concurrent parce que nous, ça y est, on pense que vous avez compris notre ADN et notre façon de fonctionner, donc convenons d'une exclusivité potentielle si on commence un autre partenariat de ce type. Côté intermédiaire, commitment, ça peut être aussi le rôle de commitment de suggérer des solutions de ce type contractuellement dans l'intérêt commun de l'entreprise et de l'artisan. Évidemment, elle endosse le respect des engagements pris au nom de l'un et de l'autre. La mission de faire bouger les lignes, on vient de le dire, et la rédaction de ce contrat qui va encadrer cette collaboration me paraît nécessiter un esprit d'équipe et des concessions réciproques pour donner naissance à un partenariat de confiance dans le respect du savoir-faire de l'artisan et du renom de l'entreprise. Les clauses qui m'ont interpellée au premier chef, c'est évidemment celle de la cession des droits, la garantie et la confidentialité, la communication autour de la collaboration, la rémunération, sa ventilation et le respect d'un calendrier. Quand je parle de ventilation, bien souvent, on va demander à l'artisan de travailler sur le projet à plusieurs reprises, de remettre des prototypes, de réfléchir à d'autres actes de vue. Et cette partie du travail, à mon sens, mérite rémunération au même titre que la réalisation du livrable qui doit faire l'objet d'une rémunération ventilée. Parce que, en fait, la trésorerie, c'est quand même aussi quelque chose de très important, même si on ne le dit pas contractuellement. Merci Dorothée donc, pour la présentation des enjeux de la contractualisation. Ça nous aide à y voir plus clair sur voilà, les écrits juridiques et les clauses qui sont sollicitées dans ces derniers. Donc, on a terminé donc notre présentation avec ces dernières slides. Donc, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Maintenant, je vais regarder les questions, s'il y en a. Alors, nous en avons. Alors, pour ce qui est d'un replay, effectivement, donc oui, il va y avoir un replay qui sera disponible d'ici 1 à 2 semaines, à la fois sur YouTube, sur le site, enfin sur la page YouTube de l'Institut pour les savoir-faire français et également sur notre site internet. Alors, comment on entre en contact avec Commitment? Alors, n'hésitez pas à me transmettre un mail et moi, je me ferai une mise en relation entre vous et Commitment. Donc, normalement, vous avez mon mail dans l'invitation au webinaire. N'hésitez pas et de toute façon, si vous avez rempli dans le questionnaire, vouloir rentrer en contact avec les intervenants, le questionnaire qui vous permettait de vous inscrire, je pourrais vous transmettre cette mise en relation. Il y a donc des cessions de droits, demande Caroline. Donc oui, comme l'a présenté Dorothée. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Dorothée?
ça me paraît le passage obligé, puisqu'on va devoir exploiter sous une forme ou sous une autre le résultat de la transformation. Donc, il y aura cession de droit au profit de l'entreprise. De la marque de luxe en général, c'est ce qui se passe, mais ce qu'on fait, par exemple, sur le projet avec la marque de luxe et l'œuvre d'art, évidemment que les artistes sont cités et font partie, sont nommés dans la conception de l'œuvre d'art. Mais si par exemple les dessins qui découlent de cette œuvre d'art, la marque de luxe souhaite faire, j'en sais rien, des assiettes, ils vont avoir le droit à un moment donné parce qu'il va y avoir cette cession de droit, parce que l'œuvre d'art, au bout du compte, va appartenir à la marque. Mais après, tout dépend des acteurs en fait qui sont en place et qui veut faire quoi. Avec Authentique Matériel, c'est une collaboration et les artistes sont présents, sont cités le contrat va différer selon Studio Loan qui crée un objet qui serait un objet statutaire ou commercialisable, donc qui pourrait, lui, est forcément cité en tant que designer. Et on travaille aussi avec une artiste, Olivia Cognier, sur une autre œuvre gigantesque. Et évidemment que c'est l'artiste, pour le coup, qui est mise en avant plus que l'entreprise. Donc, tout est sur mesure, en fait. Merci Carole. On a une autre question donc, de Chloé qui demande si l'accompagnement couvre aussi la valorisation de déchets ou résidus pour des finalités moins nobles et sans transformation, avec un exemple, un artisan ayant des chutes de bois pour les revendre en tant que sciure. Alors moi, en fait, Commitment trouve des solutions en interne. Donc c'est sur de bois, par exemple, nous, on réfléchirait à faire quelque chose avec qui soit réintégré en interne, mais on va pas, je sais pas, revendre cette ture de bois, enfin, je ne sais rien, à l'extérieur, quoi. Ça va être réintégré. Donc je sais pas ce qu'on peut en faire, mais on réfléchit à refaire de la matière avec. Je sais pas si je suis claire. Mais on n'est pas une société, par exemple, si avec du textile, c'est pour faire de l'isolant pour les constructions, on n'a pas besoin de commitment pour ça. On n'est pas dans du recyclage, on est dans de la transformation, de l'upcycling, donc redonner de la valeur. D'accord, merci Carole. Alors j'ai une autre question de Fanny Dubetier, donc, qui nous dit qu'en tant qu'entreprise qui ne saurait faire que d'une scénographie de vitrine, par exemple, comment cela pourrait-il se passer? Pas de projet de marque en tant que tel, autre que l'envie de pouvoir recycler ce qui aurait été produit pour l'occasion plutôt que de devoir jeter ou le stocker. Alors là, ce serait pour fabriquer du mobilier, du PLV qui serait dans une vitrine, c'est ça J'ai pas entendu le début, en fait. C'est une marque? Alors, c'est ce que je comprends. Je répète, donc c'est Fanny Dubetier qui a écrit « Bonjour, en tant qu'entreprise qui ne saurait que faire d'une scénographie de vitrine, par exemple, comment cela pourrait-il se passer? Pas de projet de marque en tant que tel, autre que l'envie de pouvoir recycler ce qui aurait été produit pour l'occasion, plutôt que de devoir le jeter. » Je ne peux pas vous dire ça, ce qu'on peut faire. Il faut que je réfléchisse du coup à la société qui a ce stock de mobilier et étudier la société en tant que telle, son actualité, ses besoins, le nombre d'employés, le siège social. Quelles pourraient être les nouvelles destinations à ce mobilier. Donc c'est ça aussi le travail de Commitment, c'est d'analyser et ensuite de proposer. Je ne peux pas répondre comme ça sans connaître la société. Merci Carole. Une autre question de Charlène. En dehors du luxe, que proposez-vous pour la gestion ou la cession des stocks dormants? Alors, je ne travaille pas que avec des marques de luxe, hein. Ça peut être des marques premium, grande distribution, pourquoi pas. On avait travaillé sur un projet de grande distribution. Et on peut aussi, c'est toutes les industries en fait créatives qui ont du stock délaissé. Donc, je m'adapte à tous les acteurs et après, je m'adapte aux besoins de l'acteur en question. Et donc, les propositions, comme je le disais, varient selon les besoins de l'artisan, du fabricant, de la marque, de l'acteur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Écoutez, on va voir si Charlène a une réaction. On a un message également de Trait d'Union. Donc, bonjour, notre atelier d'artisanat d'art verrier s'inscrit dans le mouvement Slow Made et voit un intérêt particulier à s'associer avec d'autres artisans des métiers d'art ou des designers pour initier des passerelles créatives. Nous sommes artisans de la matière et saluons votre engagement à protéger les stocks de matières qui sont précieuses, quel que soit leur niveau de noblesse. Selon vous, est-ce que donc, le profil est-il susceptible d'entrer dans le répertoire des entreprises partenaires capables de transformer les stocks dormants de matériaux comme le verre, le cristal ou le miroir? Bah, alors nous, on a travaillé avec du verre. C'était des perles de verre d'un métier d'art qui s'appelle broderie gouvernelle. Et on avait, à partir de ces perles de verre délaissées, on les avait transformées en un luminaire d'exception parce que ce métier d'art en question voulait se diversifier dans la décoration. Donc on a besoin d'acteurs aussi. Dans le verre pour travailler et faire partie de notre écosystème. C'était ça la question. D'accord, merci Carole. Et alors, on a une dernière question de Sophie Fourmeau qui lève la main mais qui n'a pas posé sa question dans le chat. Alors, pour toutes les questions, il faudra les poser dans le chat. Alors, on a une question d'Amaya. J'ai pas mal de petites chutes de molleton de coton. Est-ce qu'une transformation serait possible pour refaire un molleton plat à partir de ces chutes? Alors là, je ne sais pas quoi répondre. Je sais pas, mais il faudrait analyser la matière et voir ce qu'on peut en faire, avoir des échantillons. Mais pourquoi pas? D'accord. Ok, eh bien écoutez, alors oui, effectivement, pour tout ce qui est prise de contact, je m'en charge après ce webinaire. Vous inquiétez pas, voilà, vous aurez des mises en relation si vous le souhaitez. Sophie demandait s'il faut adhérer à l'écosystème. Non, pas du tout. Moi, j'ai besoin d'acteurs. Donc, non, non, c'est pas besoin d'adhésion. On a un projet, une demande. Je réfléchis à un concept, j'étudie la marque et selon les besoins d'expertise, je fais appel à cet écosystème. Et du coup, on travaille ensemble. Tout le monde est rémunéré. On travaille sur un projet commun. Donc, non, pas besoin d'adhérer. D'accord, merci Carole. Alors, on va terminer là-dessus. C'était la dernière question que nous prenons. Je vous envoie au cas où mon adresse mail dans le chat que vous pouvez prendre et je me chargerai de faire une mise en relation et également pour toutes les personnes qui avaient coché la case qui ont souhaité être mises en contact avec nos intervenantes d'aujourd'hui. Donc, merci Carole, merci Dorothée et merci Loane pour ce temps précieux et ce webinaire. On espère que ça vous a plu et donc on vous proposera bientôt un autre webinaire sur les enjeux de développement des entreprises des savoir-faire français. On est ravis de vous soutenir au quotidien. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous transmets juste ici mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message, enfin un mail si vous souhaitez être mis en relation ou si vous avez un enjeu de développement autre que celui que nous présentons aujourd'hui. Voilà, on est aussi là à l'Institut pour vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs. Bonne journée à tous et merci encore à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci Carole, merci Loane. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous, bonne journée, au revoir.